la manière dont est aujourd'hui organisée la distribution alimentaire, et ben en fait on se rend compte qu'on vend nous des saucisses, de la farine de blé et des œufs comme nos voisins de marché vendent des ceintures en cuir made in China, des saucissons à 3 €. Notre modèle ne préserve pas du tout la distribution alimentaire. Il est soumis à la violence économique au même titre que tout le reste. Et du coup ça en fait c'est terrible. C'est que nous on a vraiment le sentiment de se dire en fait quand même ce qu'on fait ici, on espère que c'est plus précieux et plus à préserver que le ceinturon en cuir de mon voisin ou les saucissons à 3 €. Si la société pouvait s'organiser différemment pour nous rétribuer dans notre boulot de production et s'occuper de la distribution de notre production, et ben en fait on serait très content. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés de l'agroécologie où nous avons rendez-vous avec Benjamin Frézel de la ferme de Tréveraud, située en Bretagne, dans le Morbihan. Nos vidéos ont pour objectif de vous présenter des fermes inspirantes et qui démontrent un modèle agroécologique abouti. C'est parti! Bonjour Benjamin, tout d'abord merci de nous accueillir sur ta ferme et de prendre le temps de partager ton expérience avec les porteurs de projets ou d'autres agriculteurs et agricultrices qui regardent cette vidéo. Pour commencer, est-ce que tu peux nous te présenter et présenter ta ferme? Je suis Benjamin, je suis installé là sur la ferme de Tréveraud depuis 2019, donc on est dans notre 5e année. On est 7 à travailler sur cette ferme, qui est une ferme diversifiée qu'on a convertie en bio entre autres, et qui produit actuellement, on a 4 activités. On produit des cultures pour l'alimentation humaine, et on a 3 petits ateliers d'élevage qui viennent se greffer autour de cet atelier de production végétale. On a des porcs en plein air, des bovins et un petit atelier de poules pondeuses. Donc c'est diversifié, on est 7 et on vend tout en direct. Okay. Tout en direct, soit directement aux consommateurs, soit des professionnels qui revendent, transforment. Voilà. Et donc moi me concernant, moi je ne suis pas issu de la ruralité ni de l'agriculture. J'ai grandi en ville, j'ai des parents qui avaient des métiers urbains. Et j'ai découvert l'agriculture en allant au lycée agricole. En fait, à la base, je voulais travailler dans l'environnement. Je me rappelle dire ça ado, dans l'environnement. Et je m'imaginais plutôt, je sais pas, travailler dans une réserve naturelle ou être animateur nature, un truc comme ça. Et finalement, en découvrant l'agriculture, je me suis aussi figuré que la paysannerie, c'était quand même la principale manière d'aménager le paysage. C'était la principale façon, on va dire, de gérer, entre guillemets, d'interagir avec l'environnement. Et puis qu'en plus, ça me plaisait techniquement, donc voilà, je me suis lancé dedans. Donc j'ai un bac, à l'époque c'était STAV, maintenant ça s'appelle STAE, donc c'est un bac technique agricole, que j'ai complété après par un gros itinéraire en woofing et en stage dans pas mal de fermes, étant donné que je connaissais pas du tout le monde agricole, que j'avais pas du tout été initié, on va dire, j'ai passé un BTS AXE, donc analyse et conduite de systèmes d'exploitation. Et après, j'ai évidemment recomplété ces différentes expériences avec d'autres expériences de salariat ou de woofing de nouveau. Voilà. Après mon BTS, j'ai pas mal approfondi l'agriculture collective. Donc ça a été une thématique assez régulière de mes choix de ferme où j'ai voulu travailler. Avant de s'installer, effectivement, on avait mené un projet à plus nombreux et ça s'est pas fait pour plein de raisons, des bonnes raisons humaines, géographiques, temporelles. Pour finir, on s'est installé à 2 et à ce moment-là, on n'a pas voulu renoncer à l'idée de travailler avec des gens. On n'a pas voulu renoncer à l'idée de la complexité technique de notre projet qui nécessitait de la main-d'œuvre parce qu'en fait, c'est de la paysannerie. On ne remplace pas dans notre modèle les humains par des machines. Ça ne marche pas bien. Et donc sur l'aspect plus foncier, quand on cherchait une ferme, on avait élaboré un petit cahier des charges qui était assez simple. Les lignes principales, c'était de trouver une ferme avec des terres groupées, avec des terres favorables quand même aux cultures. On savait pertinemment que la ferme qu'on voulait construire, elle n'existait pas. Donc ça, on ne se faisait pas d'illusions. Par contre, l'enjeu finalement principal, c'est au-delà de trouver une ferme qui était compatible avec ce qu'on cherchait, c'est de trouver une ferme où on est des cédants qui soient disposés à ce qu'on fasse ça. Parce que finalement, beaucoup de fermes qu'on a rencontrées, ils n'étaient pas disposés à ce qu'on arrête le lait, à ce qu'on arrête le cochon, à ce qu'on se lance dans un truc un peu fou. Et en plus qu'on ait un mode d'acquisition qui soit particulier. Donc il faut savoir que là,
l'intégralité de la ferme, donc en gros les 80 hectares de terre, l'ensemble des bâtiments, la maison d'habitation et les 10-15 hectares de bois qu'on a sont en propriété de Terre de Liens. Okay. Donc c'est la foncière Terre de Liens qui a acquis l'ensemble de la ferme. Voilà. Et donc du coup, ici, on a trouvé la ferme, elle cochait à peu près toutes ces cases-là. Terre de Liens s'est porté acquéreur sur notre sollicitation. Et la transition s'est faite entre, on va dire, on a fait la visite en juin 2017 pour une installation en janvier 2019. Donc sur la ferme, on est 7 à travailler. Donc on est 2 à avoir le statut d'associé. Donc c'est Régis et moi-même Benjamin. Et 5 de nos collègues qui ont des statuts de salariés, qui sont en CDI à plein temps, pour ainsi dire plein temps ou quasi plein temps. Et donc en l'occurrence, on a Aurélia, Clémence, Mélène, Simon et Michael. Donc la ferme est située sur la commune de Serran. Serran qui est sur un massif qui s'appelle les Landes de Pigneux, Landes de Lanvaux, et qui est situé, on va dire, à mi-chemin entre Vannes, qui est dans le fond du golfe du Morbihan, et Plouermel, qui est une ville de centre-est Morbihan. Ouais. On a un climat qui est plutôt océanique tempéré. On a des étés qui étaient jusque-là pas trop chauds et des hivers qui étaient pas trop rudes. Il se trouve que le climat change, hein, et ça, même à l'échelle de notre carrière, de notre jeune carrière, on le voit, d'avoir des années qui sont toutes exceptionnelles. Et donc nous ici, très localement, on a la chance d'avoir un petit voisin qui nous fait des enregistrements météo précis, notamment la pluviométrie depuis plusieurs dizaines d'années. On a à peu près 800 mm d'eau par an, mais avec des variables qui sont très importantes. Voilà. Et sur le sol, on a la particularité d'être sur une ferme qui a un peu de relief. Et donc une très grande hétérogénéité de qualité de terre. Mais on va dire qu'on a une ferme qui est très adaptée à la culture paysanne parce qu'effectivement elle est très hétérogène dans ses natures de sol, donc ce qui nous permet aussi de valoriser tous les espaces avec les différentes activités qu'on a. La philosophie générale de la ferme de Trévreau, c'est l'idée de construire un système agricole force de proposition, techniquement et socialement, en se faisant plaisir et en construisant un modèle, on va dire, humain plaisant. Pour mieux appréhender la complexité de l'agroécologie, Ferme d'Avenir a développé l'outil visuel La Fleur de l'agroécologie qui va être utilisé pour présenter ta ferme d'un point de vue économique, social et environnemental. Alors, pour présenter dans les grandes lignes la réalité économique de la ferme, donc on a 5 ans d'existence, donc c'est des résultats qui ne sont pas, on va dire, des résultats de rythme de croisière. On fait un chiffre d'affaires d'environ 550 000 €. Là, c'est l'année dernière. Et cette année, on devrait être un peu au-dessus. On fait un EBE là de 110 000 €, mais auquel, en fait, pour bien comparer, il faudrait rajouter les 100 000 € de salaire. Si on voulait comparer, on va dire, le résultat social. Parce qu'en fait, bah oui, le revenu des associés est après le BE et dans le BE, alors que le revenu des salariés est passé en charge dans la comptabilité traditionnelle. Moi, pour en fait, le salaire des salariés, dans notre vision, est un objectif de la ferme, c'est pas une charge. Ouais. Il est au même titre que le salaire des associés, okay. un objectif. Donc voilà, il y a 100 000 € d'écart entre le BE, on va dire, habituel qu'on considère et puis celui que nous on regarde, quoi. Voilà. Aujourd'hui la ferme, on peut dire qu'elle tourne économiquement. Là on a des annuités autour de 80-90 000 € par an sur les différentes années, parce qu'en fait on a beaucoup investi sur l'ergonomie, sur le fait d'avoir des ateliers qui soient efficaces. Le salariat y est pour beaucoup en fait dans la ferme, c'est à dire que nous on ne peut pas compenser des ateliers faiblement investis par une grosse charge de travail. En fait il faut qu'en 35 heures on réussisse à être productif. Longtemps les filières longues bio étaient bienveillantes, rentables entre guillemets pour les paysans. Aujourd'hui, là depuis quelques temps, on est rentré dans une crise qui est assez sévère. On se rend compte que le capitalisme traite de la même façon le paysan conventionnel que le paysan bio, que si pendant 10 ans ou 20 ans ça s'était bien passé, c'est essentiellement parce qu'on avait des acteurs qui étaient bienveillants et un contexte de demande qui était très favorable, mais c'était conjoncturel, c'était pas structurel.
dans les tendances de consommation, il y a des inversions fortes qui se font d'une année à l'autre. Et, voilà, et nous, on arrive à y faire face, d'une part parce qu'on commercialise sur des territoires qui sont différents, et du coup, on arrive à jongler un peu entre la variation des demandes, d'une part, et d'autre part, le fait qu'on soit diversifié en termes de type de débouchés, et ben c'est pareil, si les restaurateurs y peinent un peu, en fait, on arrive à aller au marché, Donc voilà, donc en fait, globalement, on a réussi à faire face, mais le contexte est, faut se le dire, pas facile du tout. Voilà. Et en plus, dans un contexte d'inflation, où en fait, quand on fixe des prix, quand on s'installe, et ben en fait, il faut pas se reposer sur ses lauriers et les recalculer régulièrement pour pas augmenter inconsidérément en se disant ah, c'est la folie, il faut augmenter, et sans pour autant se laisser endormir. Et quelquefois, malgré qu'on soit autonome, on est dépendant de plein de fournisseurs, d'emballage, d'énergie. Et bien, en fait, ça, il faut quand même rester connecté à ces éléments-là, parce que notre rentabilité, c'est une rentabilité agricole quand même, elle reste faible, c'est des petites marges qu'on fait, et ces petites marges, elles sont vite grignotées par des charges qui augmentent vite, quoi. En termes de répartition, sur comment est-ce qu'on fonctionne, en fait, on est vraiment parti sur l'idée de marcher sur deux jambes, une jambe qui est la spécialisation et une jambe qui est la polyvalence. En fait, on n'a pas voulu trancher entre les deux parce qu'en fait, on a besoin des deux. Et c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin que chacun et chacune puisse devenir bon, devenir spécialiste, devenir aussi d'avoir son précaré dans le champ des décisions, dans le champ des petites initiatives du quotidien. On a besoin d'avoir des charges mentales qui soient concentrées sur certaines missions, parce que déjà qu'au sein de chaque mission, on a beaucoup de diversité. Donc en fait, la spécialisation pour nous est une nécessité, et la polyvalence est aussi une nécessité dans la mesure où on a un système qui est très diversifié. Le fait d'avoir des congés, le fait d'avoir des temps, on va dire, qui sont pour l'agriculture finalement partiels, c'est-à-dire que 35 heures sur une semaine entière, forcément ça fait qu'il y a des jours où on n'est pas là. Et donc du coup ça nécessite une polyvalence en termes de prise en charge des missions des autres. C'est-à-dire qu'en fait tout le temps, toutes les semaines, on a besoin de pallier au fait que les personnes ne vont pas être là, il va falloir prendre en charge leur mission. Et aussi parce qu'on a envie d'être diversifié dans nos missions et de parfois aller mettre le nez aux poules alors qu'on s'occupe des cochons. Et notamment il y a des choses quotidiennes que tout le monde sait faire. Ramasser les œufs, nourrir les cochons, aller au marché, préparer des commandes, tout le monde sait à peu près le faire, parce que c'est vraiment les choses qui se passent tous les jours. Alors nous, l'autonomie, on la voit avant tout en termes décisionnels, en termes politiques, en termes de souveraineté. On la voit pas tant en termes techniques. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire l'autarcie n'est pas du tout une aspiration chez nous. Et en fait, on est extrêmement dépendant de beaucoup d'acteurs autour de nous. En fait, par exemple, la première dépendance qu'on a, c'est tous nos partenaires avec qui on transforme nos productions. En fait, on a fait le choix en s'installant de produire et de vendre. Produire parce que c'était l'aspiration de notre métier, vendre parce qu'on a considéré que c'était un mal nécessaire pour pouvoir justement assurer cette souveraineté-là. Et par contre, toute la transformation, on la délègue. Donc on a un collègue qui est paysan meunier qui nous fait la farine, on a un voisin qui est boucher qui nous découpe les cochons et les bovins. On a un ESAT voisin qui nous fait le calibrage des œufs, parce que tous les œufs passent en centre de conditionnement. On a une huilerie qui est implantée localement qui nous presse l'huile. Donc en fait, on n'est pas du tout autonome sur ces aspects techniques-là. Par contre, on sort jamais, pour ainsi dire, du département. C'est-à-dire que l'intégralité, la quasi-intégralité, il faudrait qu'un jour je regarde ça un peu sur nos factures, de calculer le taux, on va dire, départemental de nos partenaires, mais il est énorme. Et là, par exemple, on a fait le choix, nous, de privilégier pour la ferme les productions qui sont liées à l'alimentation humaine, et on achète encore du triticale et du maïs à un voisin qui est céréalier bio, et qui est notre voisin immédiat, qui nous fournit voilà, la base alimentaire pour nos poules. Et ça nous va tout à fait. En fait, on est parti de deux postulats qui étaient assez forts dans notre lecture des enjeux autour de l'agriculture. Le premier, c'est qu'il y a une remise en cause des conditions d'élevage et des raisons pour lesquelles on élève des animaux aujourd'hui qui est très très forte, qui est en partie pertinente. Pour d'autres considérations, nous, on ne s'y associe pas du tout. Il y a une modification
de la proposition de l'agriculture à faire concernant l'élevage, la place et le rôle de l'élevage dans l'agriculture. Ça, c'était une première chose qui nous tenait à cœur. Et la deuxième chose qui nous tenait à cœur, c'était quelque chose autour de la gestion des ressources. Et notamment, une ressource principale en agriculture, c'est le foncier. Et donc, concrètement sur la ferme, notre philosophie, c'est de dire, on a 60 hectares cultivables. Notre objectif est de mettre en culture un maximum de cette surface-là pour produire des végétaux destinés à l'alimentation humaine. Et donc du coup, aujourd'hui, voilà ce que je disais, on produit une quinzaine de plantes pour faire de la farine. On fait 5 farines différentes, de l'huile, 3 huiles différentes, du colza, du chanvre, de la cameline. On produit du sarrasin décortiqué, de la lentille verte et des pommes de terre, 1 hectare de pommes de terre. Et nos 3 élevages, ils sont venus se dimensionner et s'articuler autour de cette production de végétaux pour en fait valoriser des ressources dont on dispose sur la ferme et qui ne sont pas consommables par des humains. La première ressource qui n'est pas consommable par des humains, sur un système comme le nôtre, en fait, tout simplement, c'est l'herbe. Parce qu'en fait, sur une ferme de 80 hectares comme la nôtre, déjà, on a une quinzaine d'hectares de surface qu'on ne peut pas cultiver parce qu'elles sont trop superficielles, trop humides, inconformes pour les cultiver. Et donc, du coup, on y fait pousser de l'herbe. Et cette herbe-là est destinée, évidemment, à nos bovins. La deuxième surface d'herbe dont on dispose, c'est les prairies temporaires. En fait, dans notre rotation, qui dure à peu près 10 ans, on va introduire 3-4 ans de prairies. Alors, ce n'est pas une prairie qui est semée pour produire des fourrages pour les animaux, c'est une prairie qui est implantée au service de la rotation. Parce que c'est un moyen aujourd'hui de restructurer le sol, de remonter le taux de matière organique, de se débarrasser de certaines mauvaises herbes. Et donc, le premier sous-produit, c'est l'herbe de la ferme. Et donc, on a un troupeau d'une trentaine de bovins qui consomment cette herbe-là, qui sont élevés en plein air intégral et qui ne mangent rien d'autre que de l'herbe de la ferme, produite sur ces surfaces-là. Voilà, ça c'est le premier sous-produit. Le deuxième sous-produit, c'est tous les déchets qui sont issus de la transformation de nos végétaux pour l'alimentation humaine. Ça commence en fait à la sortie de la moissonneuse-batteuse, où on va trier, nettoyer notre récolte et on va en fait sortir de la récolte des graines d'adventice, des petites graines avortées, des grosses graines qui passent dans le trieur, qui vont déjà faire une fraction en fait de nos récoltes qui n'est pas propre à l'alimentation humaine. Et ensuite, dans les différentes phases de transformation, eh ben, on a le son de la farine, le tourteau de l'huile, les lentilles cassées. Et en plus, on a aussi des cultures ratées. C'est que parfois, on moissonne une culture et on se rend compte que ça ne va pas du tout le faire parce que problème sanitaire, on a un champignon qui s'est développé sur la culture, c'est beaucoup trop sale, on n'arrivera jamais à le trier. Et dans ce cas-là, pouf. Là, les cochons, c'est pour ça qu'on a mis en place un élevage de cochons, viennent consommer tous ces fractions de notre production de végétaux pour l'alimentation humaine qui finalement sont impropres. Et même au bout de la chaîne, eh ben, on a des pertes. Parfois on a une farine qui s'est fait contaminer par les mites, on a de l'huile, un fond de cuve qui est un peu ranci. Voilà. Et le quatrième atelier, c'est les poules. Alors les poules s'extraient un petit peu de cette dynamique-là. L'intention qu'on a eue au départ était vraiment de construire un atelier poule parce que la manière dont on élevait des poules en bio jusqu'à aujourd'hui ne nous convenait pas du tout, on avait le sentiment qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et donc on a monté un atelier de 4 bâtiments mobiles en poules pondeuses. Pour le coup, c'est très expérimental. Et là, l'objectif de cet atelier, c'est d'innover, d'expérimenter un mode d'élevage de poules pondeuses alternatif, notamment basé sur le prélèvement d'une partie de leur alimentation par elle-même sur un parcours riche en protéines. On a une approche sur les aspects environnementaux qui est extrêmement, qui est très paysanne. C'est-à-dire qu'on a de la contemplation pour la biodive, on a de la contemplation pour la nature, mais on reste des producteurs. Et dans notre relation à notre ferme, c'est ça qui prime. Effectivement, on a je dirais, une attention forte à laisser sa part, entre guillemets, à la nature, même si le concept vraiment, enfin, sur lequel on travaille et on évolue beaucoup, c'est de moins en moins tenter de considérer la nature comme quelque chose d'à part et de vouloir soit la préserver, soit la détruire suivant les zones où on va intervenir, mais d'avoir une approche très globale et nous de se sentir part aussi de cette nature-là. Sur toute la ferme, on va aller faire des choses. On va mettre les bovins, on va mettre les cochons dans les bois, on va cultiver des parties, on va planter des arbres dans des coins qui deviendront des ressources alimentaires. Et partout aussi, on travaille à abandonner aussi
des leviers au productivisme pour voilà, abandonner des petites zones. Alors effectivement, on a planté quasiment 5 km de haies depuis qu'on l'a installé. On a créé des mares avec plein d'acteurs différents. On a travaillé avec le bassin versant, on a travaillé avec la Fédération des chasseurs de Bretagne, on a travaillé avec Bretagne Vivante, qui est notre voisin qui gère un espace naturel qui est collé à la ferme, une tourbière. Voilà, donc on est très multi-acteurs, c'est passionnant parce que ça frite pas mal et du coup nous on aime, au milieu de tout ça on aime beaucoup interagir avec ces différents acteurs là. Là depuis qu'on est installé on a travaillé sur pas mal la mise en place d'espaces qui nous manquaient finalement quand on a repris la ferme. Il n'y avait plus de mares, il y avait des haies qui avaient été replantées mais on a continué ce travail là. Et après effectivement les espaces de travail, le parcours des cochons, le parcours des poules, et ben en fait on est aussi sur des dynamiques de diversification très forte de l'agrosystème, planter des arbres fruitiers un peu partout, avoir des espèces très diversifiées dans ce qu'on sème. Donc en fait il y a une biodiversité élevée et cultivée qui est très importante. On a un rapport à la chasse qui est assez ouvert, où en fait pour nous en fait le rapport de prédation qu'on peut avoir dans la chasse, il peut être aussi désastreux que certaines formes d'élevage peuvent avoir avec le vivant, il peut être aussi vertueux que certaines formes d'élevage peuvent avoir avec le vivant. En fait, encore une fois, là, on parle d'un rapport à la vie, d'un rapport à l'environnement, d'un rapport à la mort, que l'abolitionnisme de l'élevage et l'industrialisation de la mort et de l'élevage, pour moi, je les renvoie un peu dos à dos. C'est que d'un côté, j'ai l'impression qu'on a la négation de la mort, et de l'autre côté, on a la négation de la vie. En fait, moi je me sens un peu au milieu de tout ça, c'est que la mort en fait elle est quotidienne, nous tout meurt un jour, donc en fait j'ai abandonné l'idée qu'on pourrait s'en débarrasser de la mort. Elle fait partie des cycles et en fait elle peut être extrêmement vertueuse, parce qu'en fait la mort elle est nourricière, tout ce qu'on mange a été vivant un jour, et donc au moment où on le mange, pas longtemps après il est mort, on s'en nourrit en fait de la mort, elle nous fait vivre. Et du coup, en fait, dans ce rapport à l'environnement général, moi, de cueillir, chasser et prélever aussi une partie de notre alimentation sur la ferme dans sa fraction de sauvage, me semble être un rapport aussi vertueux que quand on élève une poule, on cultive du blé ou on plante un arbre. Sur les aspects, on va dire, humains et sociaux, on a d'abord mis l'accent sur notre structuration interne. C'est-à-dire qu'on souhaite que notre modèle il soit propice à notre épanouissement, à nous, c'est-à-dire nous, l'équipe, les gens qui nous entourent. On souhaite que ça soit une source d'inspiration ou en tout cas une force de proposition. C'est une tentative, c'est un laboratoire, et en fait de ça, on n'est pas en train de dire mais Eureka, aujourd'hui on ne dit pas du tout Eureka, c'est ça qu'il faut faire. On dit bah voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que le reste de l'agriculture, qu'est-ce que le reste de la société en pense, qu'est-ce que ça inspire. Après effectivement en termes nourriciers, bon, on peut dire qu'on nourrit que des gens du coin, parce qu'en fait on commercialise l'intégralité de notre production dans un rayon de 35-40 km. Le fait de vendre nos produits, c'est un mal nécessaire, la vente directe. C'est-à-dire qu'en fait nous si on avait pu s'arrêter à la production, on aurait été très content. Et que en fait là se rajouter un deuxième métier qui est celui de marchand à celui de producteur, en fait on l'a fait que parce que finalement la manière dont on produit des plantes et des animaux aujourd'hui, dont on les élève et qu'on les cultive, en fait est incompatible avec les filières longues. C'est-à-dire que les cochons sur la ferme, pour prendre que, la manière dont on les élève, en fait on pourrait pas justifier économiquement cette méthode d'élevage dans une filière longue bio. Donc en fait les vendre en direct était une nécessité pour pouvoir justifier le modèle technique. Finalement, moi je considère que c'est ce qu'on fait de moins alternatif et de moins inspirant finalement par rapport parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est du commerce. Et plus ça avance, plus c'est dur finalement à faire face parce qu'on s'en passerait bien déjà de faire ce boulot-là, et qu'en plus la manière dont est aujourd'hui organisée la distribution alimentaire, et bien en fait on se rend compte qu'on vend nous des saucisses, de la farine de blé et des œufs comme
nos voisins de marché vendent des ceintures en cuir made in China, des saucissons à 3 €. Notre modèle ne préserve pas du tout la distribution alimentaire. Il est soumis à la violence économique au même titre que tout le reste. Et du coup, ça, en fait, c'est terrible. C'est terrible. C'est que nous, on a vraiment le sentiment de se dire, en fait, quand même, ce qu'on fait ici, on espère que c'est plus précieux et plus à préserver que le ceinturon en cuir de mon voisin ou les saucissons à 3 €. Si la société pouvait s'organiser différemment pour nous rétribuer dans notre boulot de production et s'occuper de la distribution de notre production, et ben en fait on serait très content. On est très connecté au territoire. D'une part parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, on travaille quasiment uniquement avec des entreprises qui sont à moins de 40 km de chez nous. Et que en fait, effectivement, on a un tissu d'interaction qui est très très riche localement. On commercialise l'intégralité de notre production localement. Et ensuite, effectivement, alors on pourrait parler quand même de la création d'emplois. Là, sur une ferme où il y avait une personne qui travaillait avant, là d'être 7 aujourd'hui, et ben en fait, il y a plein de gens qui aspirent à mettre les mains dans la terre et à avoir des métiers en lien avec l'agriculture. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on s'épanouit énormément dans le fait de travailler avec des gens qui sont super motivés, qui sont hyper impliqués dans l'aventure. Effectivement, on va pas se mentir, il y a un statut employeur salarié. Ça n'empêche pas de faire de la cogestion, ça n'empêche pas d'avoir, on va dire, du partage de charge mentale, du partage de stratégie, du partage de vision à moyen long terme. Et donc là, c'est ce qu'on construit actuellement, avec voilà, cette réalité-là qui fait qu'il y a quand même un rapport qui est différent à la prise de risque, un rapport qui est différent à la responsabilité sociale, à la responsabilité économique. Voilà. On avance comme ça et c'est joyeux et constructif. On participe quand même très fortement à des dynamiques de formation et d'émergence, de désir d'agriculture. C'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de stagiaires, beaucoup de woofers. On accueille beaucoup de classes de visite. Puis on a commencé l'année dernière à faire des événements à la ferme. Donc tous les premiers vendredis des mois de l'été, juin, juillet, août, septembre, on organise une petite fête à la ferme avec restauration, visite de la ferme. On peut voir désormais apparaître la fleur de votre ferme et se rendre compte de l'ensemble des défis agroécologiques auxquels elle répond. Où est-ce que vous voyez des marges de progression ? Est-ce qu'il y a des pistes d'évolution pour les pratiques que vous mettez en œuvre ? Sur les élevages, on est assez clairvoyant finalement de là où on veut aller. Et sur les cultures, c'est vrai que c'est quand même une production qui est beaucoup plus qui contraint beaucoup plus à l'humilité, parce qu'en fait on est sur des cycles très longs et sur une maîtrise beaucoup moins importante des facteurs. C'est-à-dire que la météo, notamment le climat, il influe énormément sur les cultures, plus que sur nos élevages. Les élevages, on arrive à compenser un peu les éléments climatiques. Sur les cultures, on en est 100% dépendant. Ce travail autour des pratiques culturelles, autour de la valorisation des cultures qu'on a, en fait, est quelque chose sur lequel, effectivement, il y a sans doute beaucoup de chemin à parcourir encore pour sortir du travail intensif du sol, en termes aussi de compréhension de ce qui se passe vraiment dans les sols. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez vertigineux. Alors, conseil aux porteurs de projet de quand même faire la tentative du lien au territoire, pas que la fraction alternative du territoire, et aussi la fraction, on va dire, historique. On constate quand même que dans les campagnes, les gens qui viennent s'installer en néo-paysannerie ont beaucoup de difficultés à communiquer avec le monde agricole en place et inversement. Et en fait, je pense qu'il faut un petit peu réussir à défragmenter ces liens-là, et qu'en fait, tout simplement, prendre le temps d'aller se présenter à ses voisins conventionnels, au gros éleveur de cochons qui est juste à côté de nous, à l'éleveur laitier avec qui on partage pas les mêmes idées politiques, pas les mêmes visions de l'agriculture, mais ce sera notre voisin, est quelque chose de très important. Et que moi, pour avoir grandi en milieu urbain et aujourd'hui être un rural, j'ai vraiment compris que un voisin en ville n'est pas du tout la même chose qu'un voisin à la campagne. En fait, on peut habiter 10 ans à côté de quelqu'un en ville sans avoir affaire à lui. Ça, c'est impossible à la campagne. C'est-à-dire qu'à la campagne, forcément, on aura les vaches à arriver dans son champ, on aura forcément des interactions, en fait, parce qu'on est des usagers d'un territoire qui est le même.
des interactions avec les chasseurs, des interactions, et qu'en fait, il ne faut pas attendre l'interaction conflictuelle pour interagir. Il faut aller se présenter, il faut aller se rencontrer, il faut aller causer. Mettre ses lunettes de comprendre plutôt que de juger au début, et ça fait vraiment un bien fou. Parfois d'aller prendre le café, d'écouter les problèmes de l'autre, les réalités, ses considérations, pour tenter de créer un peu de compréhension et aussi de camaraderie parfois là où on peut ne pas en espérer. Voilà. Merci, c'est un super conseil. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt. À bientôt. On a de la farine de petit épeautre, farine de seigle, farine de millet, farine de sarrasin et une farine de blé où dedans il doit y avoir une cinquantaine de variétés différentes. Si? Ah oui, oui. Vous voulez votre ticket?